pense, quand on a des problèmes, on pense que la technique va être, ou Superman, va nous sauver. Et on ne pense pas du tout que ce soit à nous qu'il faut qu'on se mette en route pour faire quelque chose. Ce que Jacques Ellul dénonce, c'est qu'avant, c'est le fait qu'on ait sacralisé la technique. C'est-à-dire que le sacré qu'on avait mis dans Dieu avant, quand on avait des problèmes, on pensait que Dieu allait nous sauver quelque part. Maintenant, on pense que c'est la technique qui va nous sauver. Et c'est ça qu'il dénonce. C'est-à-dire que la technique est venue remplacer Dieu. Donc, je me suis rendu compte à travers une fois de plus, et Jacques Ellul, il ne propose rien, quoi. Il dénonce ce système-là, mais il ne propose pas parce que, encore une fois, il n'a pas envie de se poser en leader d'opinion ou dire aux gens ce qu'il faut faire ou pas faire. Il dénonce ce cas particulier de la technique qui fait qu'on attend qu'elle nous apporte des solutions. Alors, je vais voir un petit peu sinon. Donc, pendant 22 ans, si vous voulez, j'ai alterné des situations comme ça où je cherche un moyen de me mobiliser, je cherche un moyen de trouver une solution, j'essaie de comprendre pourquoi en fait on est régulièrement confronté à des problèmes et pourquoi finalement on ne fait rien. Et j'ai fait ça pendant 22 ans. 22 ans où j'ai en gros quelque part tourné en rond dans mon bocal pour essayer de... Mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi il n'y a pas quelque chose qui même si on peut sortir d'une conférence complètement énervé parce qu'on a appris quelque chose qui nous a vraiment touché, le lendemain, c'est comme si on avait fait un tour de bocal, c'est pas plus suivi des faits. Et j'ai essayé de comprendre, moi c'est ce qui m'a touché et ce qui m'a motivé parce que ce qui s'est passé, c'est qu'on va dire qu'il y a 22 ans, quand j'ai commencé à me poser des questions, on va dire que mon savoir, il était comme ça, quoi. C'est ce que je savais sur la vie, etc. Et effectivement, quand il y avait quelque chose que je voulais faire ou quelque chose qui m'interpellait et où il faut prendre une décision, je me disais, mais qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, est-ce que je dois aller à droite ou à gauche, etc. Et donc, et ce qu'il faut voir aussi, c'est que mon savoir, il était représenté par cette petite balle, et la surface de cette petite balle représentait mon ignorance, quoi. Donc, chaque fois que je me retrouvais bloqué dans une situation, je me disais, il y a quelque chose que je n'ai pas compris, bon, je vais continuer à acquérir des connaissances, etc. Donc, pendant 22 ans, j'essaye de trouver des miracles, des solutions, etc. Aujourd'hui, on va dire, mon savoir, il est gros comme ça, mais en même temps, j'ai augmenté la surface de la balle, donc j'ai augmenté la surface de mon ignorance. C'est-à-dire que, devant un dilemme, devant une situation essentielle et existentielle de ma condition humaine où je devrais changer quelque chose, je ne suis toujours pas plus avancé, parce que je suis toujours là à douter ou à me trouver des bonnes raisons de rien faire, ou attendre que quelqu'un d'autre fasse à ma place, ou que la technique ou Superman vienne résoudre le problème à ma place. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai continué à chercher et j'ai trouvé un ensemble de cette chose-là qui participe. Alors, le courage, c'est tout le monde a du courage. Hein. Le courage, c'est pas quelque chose qui se capitalise. C'est un peu comme l'amour. De toute façon, on dit qu'il n'y a que des preuves d'amour. Le courage, il n'y a que des preuves d'amour. C'est-à-dire que je peux avoir été courageux un jour, et puis le lendemain, comme on dit, je les ai à zéro, quoi. Et donc, le courage, par contre, c'est un peu comme un muscle, quoi. Et un muscle qu'il faut entraîner. Et c'est-à-dire, il faut s'entraîner et avoir conscience d'un certain nombre de choses pour effectivement pouvoir, quand on en a besoin. Alors le courage, il s'exerce, ça peut être un petit courage comme ici de présenter quelque chose devant vous, ça peut être le courage de s'extraire de son milieu professionnel où on est harcelé, ou parce que ça ne nous plaît pas, ou d'un milieu familial pareil, où on est
maltraités, ça peut être aussi ces gens qui, au péril de leur vie, ont sauvé des juifs pendant la guerre, ça peut être aussi de donner son sang, ça peut être aussi de s'inscrire au don d'organes c'est toujours quelque chose. Le mot qui revient dans l'exercice du courage, c'est j'ai fait telle action malgré, c'est le malgré, c'est-à-dire on sait dans l'exercice du courage ce qu'on va perdre, mais on n'est pas certain de ce qu'on va gagner. Et c'est ce déplacement dans l'inconnu qui fait qu'on fait, on fait preuve de courage. Alors, le courage, on ne peut pas dire que le courage aussi, actuellement, bon, pour parler des héros, on parle souvent des héros. Actuellement, on nous bassine à la télévision avec des héros, mais c'est que des gens qui font des performances. C'est-à-dire, par exemple, quand nos héros du football, etc., c'est beaucoup de gens qui sont dans la performance, et pas du tout dans une évolution plus humaniste, c'est-à-dire développer l'humanité et augmenter nos capacités humaines. Et par contre, effectivement, la société, elle, continue par la publicité, par la société de consommation, par notre société capitaliste, elle, ce qu'elle fait, elle a besoin de gens qui font ce qu'elle a envie de faire, c'est-à-dire faire tourner la machine, les profits, etc. Donc elle ne nous invite pas du tout, vous allez voir, à être donc le courage, il y a un ensemble de certaines capacités qu'on possède tous, quoi. Voilà. Et je vais vous les décrire une par une après. On est tous à peu près construits comme ça. Voilà. Voilà. Et voilà. Et un individu construit comme ça. Ça me fait penser à quelque chose. Est-ce que vous connaissez une histoire de votre enfance qui vous fait penser à ça? Le petit cochon. Ouais, donc dans l'histoire des trois petits cochons, je vais en reparler tout à l'heure. On va retrouver ça. Donc il y a un ensemble de 7 choses qui nous semblent. Donc c'est la première chose qui conditionne énormément notre capacité à faire preuve de courage, c'est le rapport qu'on a avec la mort. Et ce rapport-là, et pour parler de ce rapport qu'on a avec la mort, je vais vous parler de la pièce de Sartre de Huis clos. Alors cette pièce de Sartre, en fait, ceux qui la connaissent, ils savent que les trois personnages, Anaïs, Estelle et Garcin, qui sont dans cette pièce, en fait, ce sont trois morts vivants. Ils se rendent compte rapidement au début de la pièce, en parlant, que ce sont trois morts vivants. Et ce que Sartre, en fait, cette pièce avec des morts vivants, c'est une hymne à la vie. Et ce que Sartre nous dit à travers cette pièce, c'est qu'on a trois façons de se comporter dans la vie. C'est soit comme des salauds, c'est-à-dire qu'en fait, on a des gens sous notre pouvoir, soit comme des lâches, c'est-à-dire qu'on se laisse commander par un pouvoir, c'est-à-dire qu'on n'a pas, dans aucune façon, de toute façon, on est vraiment habité par le pouvoir. Et après, la troisième façon, c'est aussi comme des morts vivants. Le mort vivant, c'est un petit peu comme Maurice qui continue toute sa vie à tourner dans son bocal. Et en tout cas, dans ces trois façons-là, à aucun moment, on fait preuve de courage pour résoudre des problèmes essentiels et existentiels de notre condition humaine. C'est-à-dire, sauf que le fait de tourner comme ça, en rond dans son bocal, soit comme un salaud, soit comme un lâche, soit comme un mort vivant, ça permet de passer sa vie comme ça et d'attendre en fait l'ultime solution qui viendra résoudre tous nos problèmes, c'est-à-dire notre propre mort. Et est-ce que aussi la phrase dans la pièce de Sartre qui dit l'enfer c'est les autres, en fait c'est pareil, la plupart du temps on la déforme, c'est-à-dire que l'enfer il est à l'intérieur de moi-même, c'est-à-dire que s'il a donc peut-être ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que la conférence gesticulée, là, c'est la 5e fois que je la fais en public. Donc c'est grâce à vous qu'elle se construit.
c'est-à-dire qu'il faut la faire une dixième de fois avant qu'elle soit rodée, donc elle est toujours en train de se construire, c'est-à-dire c'est grâce à votre présence nombreuse, je vous remercie, et c'est grâce à vos remarques que vous pourrez me refaire dans tout ce que ça aura pu vous évoquer, qu'elle va continuer à s'améliorer. Alors j'ai une question. Oui. C'est quoi la différence entre le lâche et le mort-vivant? Entre le lâche et le mort-vivant. Je répondrai tout à l'heure. Je suis allé voir pendant le festival d'Avignon, c'était Didi Duberman, hein, c'est le personnage connu. Tout le long, il faisait que ça. Alors pourquoi lui le ferait et moi je ne le ferais pas? Parce que vous avez du courage. Il faut des preuves de courage. Entre le lâche et le mort-vivant. Donc je ne sais plus où on était, mais n'hésitez pas à reposer vos questions. Mais s'il y en a qui veulent répondre, s'il y a à ma place, c'est possible. L'enfer, qu'est-ce que vous avez dit l'enfer? On fait pas ça. L'enfer, c'est les autres. Hein. Non, le lâche, ben, il s'en va, et le mort-vivant, ben, il reste comme un Dieu. Mais le mort-vivant, voilà, si j'ai déjà répondu une fois à la question, le mort-vivant, ça serait un peu ce qu'on fait dans notre société, c'est-à-dire c'est celui qui tourne à... Le lâche, c'est celui qui fait tout ce qu'on lui dit. Alors, attendez, j'ai perdu le fil de ça, je vais dire, mais je sais que... Ben, il ne le fait pas, le lâche. Il ne le fait pas, justement. Moi je dis que le lâche il est conscient, il a peur, il le sait, le mort-vivant il ne ressent rien. Voilà. Il ne le fait pas, le En lâche. tout cas, le mort-vivant, c'est quelqu'un qui est très formaté, très dans la norme, très intégré dans la société, etc. Alors que le lâche, quelque part, il a un peu plus conscience. Voilà. Alors, ces propos-là, en fait, finalement, de traiter des gens de lâche, de salauds, de morts-vivants, ça peut vous paraître très moraliste, quoi. Hein. Mais bon, moi, si ça vous gratte, j'ai découvert qu'il y avait le philosophe Friedrich Nietzsche qui avait inventé une pommade pour justement se soigner des irritations de la morale qui s'appelle la moraline. J'en ai un dessus, voilà, je pourrais vous le prêter à la... Donc, il faut savoir que si ça peut vous paraître moraliste, mais en fait, ça serait plutôt quand même à prendre des propos, à prendre comme une espèce d'éthique, une éthique de vie au sens de la chevalerie, quoi. C'est pas une morale au sens judéo-chrétienne où dire ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, dans le fait de traiter les gens de lâche, de salaud, de mort-vivant. Alors, pour vous réconforter un petit peu, heureusement, j'ai trouvé Henri Laborie qui a écrit un livre qui s'appelle Éloge de la fuite et qui nous explique bien que, effectivement, ça peut être une solution, le fait de fuir, qui permet de rester sain et sauf. Effectivement, la vie nous ramène toujours sur notre travail là où on l'avait laissé, même si quelque part on a fait preuve un petit peu, la fuite serait quelque part une lâcheté, pas vraiment une lâcheté, parce que ça nous permettrait de reporter le moment où on va effectivement faire quelque chose, quoi. Mais là, à ce sujet-là, parce que je vous invite à revoir un film qui est vraiment instructif, c'est-à-dire Mon oncle d'Amérique. C'est un film d'Alain Resnais qui date de 1979 peut-être. Et dans ce film, vous découvrirez effectivement qui est issu d'une étude de recherche de Henri Laborie sur l'inhibition de l'action. Sur le fait effectivement où il expliquerait ce manque de courage, où on se retrouve tétanisé dans le fait de produire une solution face à un problème existentiel. Et ce qui nous explique Henri Laborie, c'est que le fait de se retrouver en situation d'inhibition de l'action, c'est-à-dire en situation de lâcheté ou en situation de fuite, encore quand on est dans la fuite, voilà, le fait de fuir, c'est que quelque part on arrive à rester sain et sauf. Le fait d'être dans la situation de lâcheté, c'est que malgré tout, on subit des pressions, on subit le pouvoir, et dans ces cas-là, on a des dommages collatéraux. C'est-à-dire, on le voit très bien dans les films, on va faire de l'hypertension, on va faire un cancer, on va faire